Mais il y a, face au problème que je suis en train d'introduire là, il y a deux grandes questions, selon moi, qui se posent. Une première, qui est une question absolument cruciale, qui est la question de ce que j'appelle les phéromones numériques. Vous savez qu'une fourmilière, je ne sais pas si vous le savez, après tout, il y a des gens qui ne le savent pas, une fourmilière est composée d'un certain nombre d'individus qui assument un certain nombre de tâches. Ces tâches, elles sont, par exemple, là vous avez des nurses qui s'occupent des larves. C'est la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était aussi des fourmis nurses qui s'occupaient des larves. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec des gens du Laforia, laboratoire de Paris 6 en informatique, et qui étaient des spécialistes de la vie artificielle, qui ont travaillé sur des fourmilières d'un type très particulier qui sont au Mexique, qui sont des fourmilières où il y a très peu de fourmis, où il y a quelques dizaines de fourmis, qui sont en plus très très grosses, et on peut les attraper une par une, on peut les étiqueter, on peut mettre des caméras infrarouges au-dessus de leur territoire, et ensuite on peut totalement les repérer, les tracer. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont pu, à partir de là, faire des expériences qu'on appelle de sociotomie. La sociotomie, ça consiste dans une fourmilière qui est... Vous savez qu'on dit que les fourmis sont des insectes sociaux, donc il y a des sociétés d'insectes. Dans une telle société, on peut enlever toutes les nurses, par exemple, ou toutes les fourragères, ou tous les soldats. Les fourragères, c'est celles qui vont chercher à manger, les soldats sont celles qui protègent la fourmilière, etc. Et si vous enlevez, par exemple, tous les soldats, ce qui est le plus facile d'ailleurs parce qu'elles sont à l'extérieur, en général, elles surveillent, vous attrapez tous les soldats, ce qui est possible avec une fourmilière mexicaine. Vous attrapez tous les soldats, et bien toutes les autres fourmis tendent à devenir des soldats. Subitement, les nurses arrêtent de s'occuper des larves, les fourragères arrêtent de chercher à manger, et tout le monde veut devenir soldat. C'est de la magie, ça? Non, c'est pas de la magie, c'est le fait que les fourmis produisent des phéromones, c'est-à-dire émettent des messages, en fait des odeurs à travers des molécules chimiques. Et quand un soldat, par exemple, joue son rôle de soldat, c'est-à-dire de sentinelle ou de guerrier, eh bien, il envoie un message à toute la fourmilière: je fais mon boulot de soldat. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en train de tweeter, je suis en train d'écouter Stigler, mais si vous êtes en train de faire cela, vous êtes exactement dans le cadre de ce que j'appelle les phéromones numériques. Alors peut-être que vous n'êtes pas en train de tweeter et de dire je suis en train d'écouter Stigler, mais par contre, peut-être que la NSA sait que vous êtes au théâtre du Rond-Point, qu'il y a Stigler, et que donc vous écoutez Stigler. Parce que vous produisez maintenant de plus en plus de traces numériques, volontairement ou pas, et ces traces sont systématiquement récoltées, analysées, à la vitesse de la lumière, par des logiciels qui sont capables de traiter plusieurs centaines de milliards d'informations en même temps. Et à partir de là, vous êtes entré dans une fourmilière numérique, alors qu'il y a beaucoup d'avantages. Vous avez ici une fourragère qui va trouver de la nourriture. Elle rentre au nid et elle dit aux autres, elle dit, entre guillemets, donc elle produit des messages qui ont pour conséquence que toutes les fourmis vont la suivre pour aller chercher à manger. Enfin, toutes les fourmis fourragères. Et donc, elles vont partir un peu en ordre dispersé, comme ça. Et puis, petit à petit, elles vont optimiser le trajet. Elles vont trouver le trajet le plus court. C'est pour ça que les fourmis sont des êtres extraordinaires. Extraordinaires d'efficacité. C'est le règne de ce que Aristote appelait la cause efficiente. Il n'y a pas de cause finale et de cause formelle là-dedans. Mais c'est la cause efficiente. Ça fonctionne. Et nous sommes, parfois je me dis, en train de devenir, j'en avais parlé dans ce livre, qui est de la misère symbolique, peut-être des grosses fourmis numériques. On peut vraiment se poser la question quand on se dit que on produit des phéromones numériques stockés dans ce genre d'appareil, qui permettent à la NSA ensuite de quoi faire. À la NSA, mais surtout, moi je dirais, parce que la NSA c'est un très très gros problème, mais avant la NSA, il y a Facebook, il y a Amazon, et c'est là qu'est le problème.
C'est parce que Facebook, Amazon, Apple, Google, etc. exploitent toutes ces données qu'ils peuvent à un moment donné soit les donner, soit être piratés par la NSA. Mais aujourd'hui, le système économique repose sur cette traçabilité. Et cette traçabilité risque de nous conduire à une perte de décision. Les fourmis ne décident pas, hein. Ça c'est clair. Il n'y a pas de décision chez les fourmis. Il y a une sorte de logiciel génétique qui gère un certain nombre de choses, qui évolue d'ailleurs au rythme de la dérive génétique darwinienne. Et dans le cas de Google, de Facebook, de Amazon, eh bien, ce sont les actionnaires, enfin, disons les patrons de ces entreprises qui se sont substitués au logiciel, enfin, disons, au patrimoine génétique des fourmis numériques que nous sommes et qui, finalement, nous amènent à faire ceci ou à faire cela. C'est ça l'enjeu des big data, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Ça, c'est la première question. La deuxième question, et je vais essayer de terminer maintenant, c'est la fin de ce qui a commencé là. Vous savez bien que ce qui a commencé là, c'est le début de ce qu'on appelle, ce que moi en tout cas j'appelle le fordo-keynésianisme. Parce qu'il y a des gens qui disent le fordisme, il y a des gens qui disent le keynésianisme, et moi je pense qu'il faut dire le fordo-keynésianisme. Avant Keynes, il y a eu le fordisme. Et puis il a fallu arriver en 1933, c'est-à-dire quand même 25 ans après le début du fordisme. C'est 1908 le début du fordisme. Il a fallu 25 ans pour que le système devienne solvable et pérenne, avec Keynes disant, Keynes et Roosevelt, à cause de la crise de 29, bien entendu, disant il faut arrêter ce fonctionnement du capitalisme brutal, ultra spéculatif, ultra libéral, etc. Et il faut produire de la redistribution, sinon le système ne marchera jamais. C'est ça le fordo-keynésianisme. Donc à partir de là, avec Roosevelt, quelque chose a mis en place la solvabilisation de ce mode de production, qui était produit par un stade d'automatisation extrêmement important, qui était le taylorisme, qui avait permis de faire des gains de productivité absolument colossaux. Je ne vais pas vous en parler, je pense que vous savez de quoi il s'agit, et que vous savez bien que Ford a dit, avec ses gains de productivité, je peux donner un salaire à mes ouvriers qui vont pouvoir acheter les bagnoles qu'ils produisent, etc., etc. C'est ça la société consumériste, et c'est ça qu'on appelle la société du pouvoir d'achat, et de ce que François, pas François le pape, François Hollande appelle la croissance. Parce que le pape, lui, dit, grâce à mon ami Arnaud de Lépine, j'ai appris que notre copain Paul Jorion s'intéresse beaucoup à ça. Il dit, mais ça ne marche pas tout ça. On est surpris, nous, industriels, de se sentir plus proche du pape que des autres, tous autant qu'ils sont, les adeptes d'une croissance qui ne croient pas du tout, qui décroît. C'est là que se produit la décroissance, ce n'est pas chez les décroissants. Enfin bref, si je vous montre cela après cela, c'est parce que ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, avec le nouveau stade de l'automatisation, la question c'est qu'est-ce qu'on redistribue? S'il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de salaire. S'il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on redistribue? Et comment est-ce qu'on le redistribue? Eh bien, je crois qu'il faut redistribuer quelque chose qui est du savoir. Ici, je suis proche de ce collègue de l'Université de Compiègne, Yann Moulier-Boutan, économiste, qui parle de pollinisation, d'économie pollen. Alors, je ne suis pas toujours vraiment d'accord avec ce qu'il dit, y compris dans ce livre-là, mais là, il y a un truc sur lequel je suis absolument d'accord, c'est que la valeur, puisqu'en économie, ce qui compte, c'est la valeur, vous êtes d'accord avec moi, hein, la valeur, aujourd'hui, elle est produite par ce qu'on appelle les externalités positives, dans une économie de contribution qui existe déjà, d'ailleurs. L'économie de Google, c'est une économie de contribution. Je ne suis pas en train de vous dire que l'économie de contribution, c'est forcément bon. Je pense que l'économie de contribution peut être horrible. Contribuer au développement de Facebook à travers ses phéromones numériques pour se crétiniser, c'est horrible. Mais c'est une économie de contribution. Alors, qui est une économie de contribution qui est à la fois de contribution et de consumérisme. C'est une espèce d'hybride, un monstre, si vous voulez. Mais c'est une économie de contribution quand même. L'économie de contribution commence par développer l'hyperconsumérisme. Il faut que nous soyons capables de transformer cette économie de contribution hyperconsumériste et toxique, cette pharmacologie de la contribution, en une contribution positive. Cette contribution positive, c'est l'économie de pollen. Et cette économie pollen, elle renonce une bonne fois pour toutes à produire du salaire et du pouvoir d'achat, et elle passe à autre chose, qui est le développement des
capacités. Des capacités, c'est-à-dire des capacités de pollinisation. Qu'est-ce que je veux vous dire en vous disant cela? Lorsque Socrate dit, au 5e siècle avant Jésus-Christ, la pensée c'est du dialogue, et dialoguer c'est féconder et accoucher celui avec qui on parle, il est déjà dans une question de la pollinisation, de la fécondation, si vous voulez, une fécondation que j'appelle noétique. Et moi je soutiens qu'il faut, du stade où nous sommes aujourd'hui des fourmis numériques, il faut passer au stade des abeilles noétiques. Des abeilles qui viennent féconder les végétaux, mais là, il ne s'agit pas simplement de féconder les végétaux, il s'agit de féconder l'esprit à travers des technologies qui sont actuellement très mal utilisées. On utilise l'automatisation finalement pour nous automatiser dans nos comportements de plus en plus, pour nous amener à nous conduire d'une manière qui nous fait tous souffrir. Nous sentons tous que nous sommes addicts à ces trucs-là, et nous le sommes tous. Nous sentons tous qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et nous ne savons pas faire ce que permet de faire Wikipédia et le porter à un niveau beaucoup plus important. Pourquoi est-ce que je vous parle tout à coup de Wikipédia? Parce que Wikipédia, c'est une des seules vraies activités de contribution qui existent au monde. Véritablement, ça c'est un modèle contributif. Tout à fait perfectible. Je travaille avec des gens de Wikipédia en essayant de contribuer à la perfectibilité de Wikipédia. On n'en parlera pas aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais tout en étant perfectible, Wikipédia est une formidable machine qui fonctionne sur la base de 800 000 contributeurs réguliers qui entretiennent des notices qui sont extrêmement bien faites. Et ces contributeurs, qui sont 800 000 réguliers, quelques dizaines de millions irréguliers, quelques centaines de millions très occasionnels, je suis entre les deux, moi, eh bien, ils sont assistés par des bots. Qu'est-ce que c'est qu'un bot? C'est un robot qui aide les contributeurs à contribuer. S'il n'y avait pas ces robots logiques sur Wikipédia, ça ne marcherait pas, Wikipédia. Il y a toutes sortes d'automatismes qui ont été développés pour que Wikipédia fonctionne. Et Wikipédia, quel est le but de Wikipédia? C'est d'utiliser ces automatismes pour permettre à ceux qui vont consulter Wikipédia de se désautomatiser, c'est-à-dire de se cultiver, de prendre des décisions nouvelles, de ne pas faire comme d'habitude, de se dire « Ah ben je pensais ça, ben maintenant je pense autrement ». Et ça, c'est fantastique. Ça, ce sont les possibilités de l'automatisation numérique telles qu'elles promettent de développer une nouvelle intelligence collective. J'y travaille beaucoup, moi, notamment à l'Institut de recherche et d'innovation. Nous avons créé un séminaire sur ce que nous appelons la catégorisation contributive. C'est un séminaire qui se mène avec des gens d'un petit peu partout dans le monde.